Notre histoire, c'est sur votre web radio avec Edouard Nyansounou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Notre Histoire. Notre Histoire reçoit une fois encore le professeur Dieudonné Niamankou. Il est professeur d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi et directeur scientifique du centre culturel Akanga de Porto Novo. Dieudonné Niamankou, bonjour, bienvenue. Bonjour Edouard Nyansounou, je salue vos auditrices et auditeurs. Merci, ils vous répondent sans doute. Il n'est plus besoin de préciser que nous parlions de la déportation de la population noire. Aujourd'hui, nous revenons pour donner des précisions, notamment sur les groupes ethniques qui étaient déportés de 1641 à 1870. On avait 3 grandes périodes. On va repréciser chaque période et faire le point surtout de ces groupes ethniques qui étaient déportés à la période de 1641 à 1700, si vous le permettez. Oui, tout à fait. La première période, comme nous l'avions dit, se déroule de 1641 à 1700. Il faut préciser que ce que nous appelons, je donne une précision sur la terminologie que je vais employer, on parle d'Adja Yoruba. Donc quand on parle des populations Adja Yoruba, c'est comme ça que les historiens du Nigeria actuel décrivent notre pays et nos populations. C'est-à-dire, nous avons 2 grands groupes dans le sud du Bénin actuel. Donc à l'époque également du Bénin précolonial, l'espace béninois précolonial. Donc les populations Adja Yoruba, Adja, donc ce sont les populations Adja apparentées au Fon, Hweda, Aizo, Goum, Maki. Vous voyez, donc toutes les populations du sud et centre de notre pays apparentées originaires d'Adja Tado, si on veut résumer. Et puis le groupe Yoruba, ce sont toutes les populations Yoruba, Nago apparentées, issues de migrations anciennes ou plus récentes de l'espace qui correspond au Nigeria d'aujourd'hui. Voilà, donc de 1641 à 1700, il y a eu environ 230 000 déportés. Je rappelle que c'est selon les statistiques de l'historien américain Patrick Manning qui a travaillé sur la démographie de la déportation des Africains de notre sous-région ouest africaine vers le continent américain. Donc environ 230 000 déportés. Et qu'est-ce que nous allons constater? Une infime minorité est d'origine Yoruba. Moins de 12 000 personnes. Manning donne le chiffre de 11 800 personnes. Et sur donc toute la quasi-totalité donc des déportés de cette période-là, de la seconde moitié du XVIIe siècle, ce sont les populations Adja. Donc c'est-à-dire que ce sont les populations côtières d'abord. Donc qu'on vienne d'ailleurs de Grand Popo, du royaume de Sahel, donc les Hweda, les Khula, et bien sûr les Aizo, les Fon, progressivement en fait toutes ces populations-là vont être déportées de la côte vers l'intérieur. Et ensuite la deuxième période c'est de 1701 à 1800. Et là on l'a vu, il y a plus d'1 million de déportés, précisément 1 115 100 personnes ont été déportées. Il faut savoir que quand on parle on donne ces chiffres-là, on parle d'enfants, de femmes et d'enfants. Donc, les déportés sont des 2 sexes et généralement, ils sont à peu près à part égale, c'est-à-dire à peu près 50% de femmes et d'hommes. Parce que les plantations esclavagistes de ce qu'ils ont appelé le Nouveau Monde, l'Amérique, avaient besoin d'une main-d'œuvre servile, esclave, des 2 sexes, donc pour travailler non seulement dans les plantations, mais aussi pour l'usage domestique dans les maisons des esclavagistes européens d'Amérique. Et donc, sur les 1 115 100 déportés, la quasi-totalité est également du groupe Adja, donc apparenté au Hweda, Aizo, Maki, Goum, Yoruba. Alors, les Goum ici vont apparaître principalement à partir des années 1725-1730, lorsque Dada Agaja va expulser les Européens. On est en plein pied dans la deuxième période. Avant, il est intéressant de savoir comment a-t-on quantifié le nombre de personnes dans telle ethnie ou telle autre, où on a imaginé que c'est à ce niveau que les moyens de pression ont plus marché, ou comment cela s'est passé?
En fait, bon, les historiens qui travaillent sur les statistiques ethniques des déportés ont un certain nombre de critères sur lesquels ils s'appuient. Ce sont les données obtenues à partir des journaux de bord des bateaux négriers, parce que les capitaines des navires négriers devaient faire des rapports et tenaient des journaux de bord, donc précisaient de quelle région leur navire était parti, de quel port de déportation ils étaient partis. Et il mentionnait aussi des données sur ces populations-là, parce que ils étaient à la recherche de populations de chez nous, selon justement les groupes ethniques, parce que nous le reverrons certainement. Je ne me souviens pas qu'on ait déjà parlé de cela dans la série d'émissions que nous avons faites. Allez-y. Contrairement à ce qu'on nous enseignait à l'école primaire ou au collège, nos ancêtres n'étaient pas déportés vers les Amériques par rapport à leurs muscles, à leur force physique. C'est pas ça qui était recherché. C'est faux. Ça, c'est ce on a voulu nous faire croire pour cacher la vraie raison pour laquelle nos ancêtres étaient déportés. Recherché, c'était leur cerveau, leur expertise, leur savoir-faire, leur science, leur technologie, les techniques que maîtrisaient nos ancêtres. Donc, ce qu'on a appelé la traite négrière. La force pour les activités des champs, n'est-ce pas? On parlait des plantations de canne à sucre, etc. Oui, mais bien sûr. Mais les Africains étaient déportés selon leurs compétences. Les agriculteurs étaient déportés pour aller travailler dans les plantations. Les techniciens ingénieurs des mines étaient déportés pour aller exploiter les minerais dans les Amériques. Donc, les métallurgistes et ingénieurs de la forge, et techniciens et ingénieurs de la forge, qu'on appelle forgerons ou autres, armuriers et autres, étaient déportés pour aller travailler dans l'exploitation des minerais du fer, pour mettre en place les bases de l'industrialisation des États américains. Vous voyez, la demande qui était faite en fonction justement de la spécialisation, des compétences, des connaissances. Donc, on sait chez nous que c'est pas la force physique qui fait de nos ancêtres de très bons paysans, de très bons agriculteurs. Non, c'est-à-dire que la pratique agricole, l'agriculture, ce métier-là, était appris depuis l'enfance, depuis même le ventre de nos mères. À l'époque, les bébés, les à venir, étaient déjà, leur maman passait des rituels, des cérémonies, des cultes, etc., pour que tout nouveau-né soit un bon agriculteur. Parce que on a divinisé même l'agriculture, parce que c'est la base de la vie et de la survie d'une population. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place toute une série de procédures pour labourer la terre dans une bonne ambiance, dans la convivialité, dans la joie. On chante quand on cultive dans nos traditions africaines agricoles. On a mis en place toutes ces stratégies-là pour faire de l'agriculture un métier paisible, un métier agréable. Voilà, et utiliser les techniques que nous maîtrisions à l'époque. On peut aller sur la deuxième période. Oui, donc il y avait aussi d'autres documents, c'est-à-dire que c'est quand nos ancêtres étaient déportés et les bateaux arrivaient sur les côtes américaines, c'est qu'on allait les vendre aux enchères sur les marchés d'esclaves du continent américain. Et là-bas aussi, il y avait des données statistiques sur ces Africains déportés qui venaient d'arriver, etc. Et puis surtout, il y avait les planteurs esclavagistes eux-mêmes avaient des exigences. Il y a ceux qui voulaient des populations de telle région. On sait par exemple, pour parler de l'Afrique en général, que au niveau des Wolofs, par exemple, les Wolofs étaient les négriers et esclavagistes américains ne voulaient pas des Wolofs, au motif qu'ils organisaient tout le temps des révoltes, des rébellions. Donc, il y avait des caractéristiques, des critères qui étaient posés par les planteurs. Alors, donc, la deuxième période de 1700 à 1801, on a vu, il y a plus de 1 115 000 déportés. Et je disais que les populations Adja étaient encore une fois majoritaires, aux alentours de 75 à 80%. 873 500 personnes d'origine Adja ont été déportés, c'est-à-dire, quand on dit Adja, on veut parler des Kweda, des Aizor, des Fon, des Mahi, et puis des Gou. Voilà, bien sûr, les Khwa, les Popo font partie de ces populations-là. Et là, le nombre des Yoruba va augmenter,
Parce que vers la fin du XVIIIe siècle, il va y avoir de plus en plus de Yoruba qui vont être victimes effectivement de la déportation. Donc on va passer à 127 400 Yoruba, alors qu'ils étaient à 11 800 sur la période antérieure. Et les Adja, qui étaient 217 900, sont passés à 873 000 déportés. Mais d'autres populations vont être déportées en dehors de ces deux groupes Adja et Yoruba. Ce sont les Voltaïques, donc qui venaient de la région du fleuve Volta, et puis les Noupé et les Haoussa, donc plus au nord. Il y avait plus de 10 000 Haoussa, moins de 8 000 Noupé, et il y avait plus de 95 000 Voltaïques. Voilà les statistiques ethniques donc, que nous avons sur ces populations déportées pour cette période du XVIIIe siècle en provenance de nos ports de la côte ici, du Bénin précolonial. La période qui a suivi, c'est de 1801 à 1870. Oui, disons c'est la dernière période étudiée par les statistiques parce qu'elle s'achève en 1870, mais on sait que ce qu'on a appelé la traite clandestine, la déportation clandestine de nos ancêtres, malgré certaines abolitions proclamées par les États européens, ces mêmes États-là, leurs armateurs ont continué à financer des bateaux négriers qui sont venus sur les côtes africaines ici et continuer à organiser des razzias et à déporter des milliers d'Africains et même des millions d'Africains vers le continent américain. Et donc, cette période étudiée s'achève en 1870. Il y a plus de 500 000 déportés. Selon Manning, 501 400 déportés. Et là, nous allons voir un inversement ou une inversion des tendances. Les Yoruba deviennent majoritaires dans la population déportée, contrairement aux populations apparentées à Adja, Fon, Maki, Goun, Kweda, etc. Ce qui explique cela, c'est que l'empire d'Oyo, qui était le plus puissant empire de notre sous-région ouest africaine ici, va s'effondrer. Et donc les armées de Oyo ne pourront plus protéger les populations Yoruba comme cela était le cas au XVIIIe et au XVIIe siècle. Et donc ce sont les Yoruba maintenant qui vont être les victimes, qui vont être déportés, qui vont être razziés, puisque ils n'ont plus une armée puissante pour les protéger. Donc les populations vont être victimes de la déportation. Et donc on passe de 873 500 personnes d'origine Adja de la période précédente à 124 300. Et les Yoruba passent de 127 400 personnes à près de 300 000 personnes déportées, 298 500 selon les statistiques de Patrick Manning. Les Voltaïques, aussi leur nombre est réduit, puisque l'empire de Oyo étant dévasté, étant détruit, les populations plus au nord sont moins victimes. Comme les Voltaïques qui passent donc de près de 100 000 à l'époque à 10 000 environ. Les Noupé, leur nombre va augmenter un peu. De moins de 8 000, ils vont passer à près de 13 000 personnes, 12 800 déportés. Par contre, la population Haoussa va augmenter. Elle va être multipliée par 5. De 10 000 déportés environ, il y aura plus de 55 000 Haoussa qui vont être déportés dans cette dernière période de la déportation. Ce qui fait que, pour résumer, sur ces trois périodes, il y a eu un peu moins de 2 millions de déportés, selon Patrick Manning. Au total, sur les trois périodes, il y a eu 1 846 200 déportés de notre côte, ici, du Bénin actuel. Alors, si on se réfère donc aux statistiques selon les peuples, les populations, sur les environ un peu moins de 1 900 000 déportés, il y a 1 215 700 personnes du groupe Adja, Fon, Maki, Kweda, Khloa, Goun, Aizor et autres, contre moins de 500 000 Yoruba, environ 437 700 personnes, plus de 106 000 Voltaïques, plus de 20 000 Noupé et plus de 65 000 Haoussa qui vont être déportés sur cette période-là. On a souvent moins entendu ça dans le passé. Les Voltaïques, ce sont les populations au nord de notre pays qui sont situées sur la Volta. Donc c'est le Burkina Faso actuel. Vous savez qu'il y avait la basse Volta et la haute Volta qui ont été des colonies de la France à l'époque coloniale. Donc quand on parle ici de populations voltaïques, ce sont des populations du Burkina Faso actuel.
Et donc les Haoussa, c'est pareil. Bon, on a un peu une population Haoussa dans le Bénin d'aujourd'hui, mais ils sont majoritairement au Niger, au Nigeria, puis aussi au Burkina Faso. Les Noupé sont principalement au Nigeria actuel, donc au nord de Oyo. Noupé, c'est quand même un nom, n'est-ce pas? On peut dire Noupé. Oui, vous savez, c'est comme quand nous disons. Pourquoi je faisais les précisions tout à l'heure quand je parlais des Hadja. Nous avons un groupe, une population au Bénin actuel qu'on appelle les Hadja. Donc, si on dit les Hadja sans préciser, on va penser qu'on parle exclusivement de ce groupe Hadja. Alors que non, quand on parle des Hadja, dans notre histoire, on parle de toutes les populations, en fait, qui sont venues d'Hadja Tado, donc qui sont apparentées à un groupe qu'on a appelé les Hadja. Et donc, les font partie de ce groupe, les Haïzo. Donc, oui, bon, vous savez, on distingue aujourd'hui les fonds d'Agbomen, du Dahomey ancien, aux populations d'Alada. Mais les populations d'Alada, ceux qui sont venus d'Hadja Tado, qu'on appelle les Haïzo, quelle différence y a-t-il entre ces populations et ceux qui sont devenus les fonds à Agbomen? Ce sont les mêmes, ce sont des frères qui sont partis d'Alada pour aller fonder Agbomen. Vous voyez, donc les noms diffèrent. Et donc les Noupé, c'est une population qui, bien sûr, est distinguée ici dans les statistiques qui sont produites par les historiens. Nous avons préféré regrouper, en ce qui concerne les Hadja, parce que en fait ici les Noupé ne sont pas du Bénin actuel, ils sont du Nigeria. Mais vous savez que si nous étudions la géographie des anciens royaumes, il y a eu une journée scientifique à l'université d'Abomey-Calavi il y a quelques jours sur le royaume d'Alada. On a vu que le royaume d'Alada s'étendait jusqu'au Nigeria actuel et au Togo actuel. Donc, y compris le royaume du Dahomey aussi à une période s'étendait jusqu'à la frontière du Nigeria actuel. Le royaume de Khogbonu aussi. Donc, effectivement, il y a des populations qui, après la séparation due à la colonisation, vont être considérés comme faisant partie des territoires des pays voisins, alors que en réalité à l'époque il n'y avait pas ces frontières coloniales. Il y a une chose qu'on va préciser, on fait bien la différence entre déportation et esclavage. Vous avez bien précisé, à une période de l'histoire, l'esclavage était interdit. Dans le même temps, la déportation avait poursuivi. Il ne faut pas l'oublier aussi, l'esclavage aussi avait poursuivi sur les lieux où les populations étaient déportées. On parlait de l'abolition en 1807. Effectivement, il est important de rappeler que ce que les Européens appelaient traite négrière, que nous appelons déportation, eux, ils vont à un moment donné de l'histoire décider de l'abolir. Alors, et leurs historiens vont dire que ils ont, les différents pays européens vont commencer à abolir la traite négrière au début du 19e siècle. Et puis après, ils vont abolir l'esclavage. Donc, c'est pour ça il faut jamais confondre traite négrière et esclavage, c'est pas du tout la même chose. Ce que les historiens européens ont appelé traite négrière, ce sont tous ces processus-là, les guerres, les razzias, les kidnappings, les enlèvements des populations africaines et leur déportation dans les bateaux et différents navires des côtes africaines vers le continent américain. C'est tout ce processus-là qu'ils ont appelé traite négrière, que nous appelons la déportation, les razzias et la déportation. Voilà. Et pourquoi vous ne reconnaissez ça pas comme une traite? Quand même, traite négrière, c'est qu'ils reconnaissent, pour mettre ça au pluriel, que au fond, ce n'était pas humain de faire ça, n'est-ce pas? Mais vous autres, vous parlez simplement de la déportation, comme on peut dire aujourd'hui, on veut migrer d'un point A à un point B sans souci. Non, il ne s'agit pas de cela. Vous devez bien comprendre de quoi nous parlons. Quand les Européens parlent de la traite négrière, ils parlent de commerce. Dans leur esprit, traite veut dire commerce. Donc ils disent commerce négrier. Qui venait acheter des hommes en Afrique, tout simplement, qui faisait du commerce. Et nous rejetons ce qualificatif-là et ce concept-là, parce que nous parlons ici, quand eux ils disent traite, nous on dit crime contre l'humanité. Et quand ils disent esclavage? Mais quand ils disent esclavage, ils parlent de ce qu'ils ont fait à nos ancêtres, qu'ils ont déportés dans des milliers de bateaux d'Afrique vers l'Amérique. Une fois qu'ils sont arrivés sur le continent américain, ils vont les vendre à des planteurs propriétaires de plantations et ceux-ci vont les réduire en esclavage. Donc l'esclavage, c'est la privation des Africains de tous leurs droits d'être humains
leur transformation selon les codes, ce qu'ils ont appelé les codes noirs, les législations mises en place par les États négriers esclavagistes européens, c'est-à-dire que ils ont décrété dans des lois officielles que les Africains n'étaient pas des êtres humains, que les Africains étaient des biens meubles qu'on pouvait utiliser, exploiter, sur lesquels on avait droit de vie et de mort, donc on pouvait tuer comme on voulait, qu'on pouvait vendre comme on voulait, qu'on pouvait maltraiter comme on voulait. Et voilà, et qu'on pouvait exploiter au travail jusqu'à la mort. Donc c'est cela l'esclavage. Et c'est pour cela que j'attire l'attention des Béninois et des Africains qu'il ne faut jamais confondre l'enfer qu'ont vécu nos ancêtres africains sur le continent américain avec différentes formes de servitude qui existaient dans les anciens royaumes du continent africain. On peut jamais comparer cela. Mais l'esclavage, si on peut bien expliquer, commence depuis le moment où on livre les captifs aux gens venus d'ailleurs, aux Européens, etc. Non, c'est une erreur de penser cela. On ne peut être esclave que lorsque vous êtes l'objet de loi d'un État qui vous prive de vos droits, de vos libertés et qui vous transforme en bien meuble. Et lorsqu'on vous maltraite, vous êtes considéré comme qui? Comme quel genre de personne? On vous maltraite, je sais pas. Un père qui maltraite son enfant à l'école, un enseignant qui maltraite un enfant à l'école, un père à la maison, un enseignant à l'école. La maltraitance, c'est de la maltraitance. C'est tout. Ok, on va poursuivre. Vous avez donné des précisions sur comment on traitait ces déportés-là pour arriver dans les plantations. On va donner quelques précisions ou exemples avant de fermer les pages de cette émission. Des lois qu'on instituait pour les empêcher de faire ci ou de faire ça. Un esclave n'avait pas aussi le droit de tenter de fuir, sinon on va lui arracher la jambe. Vous pouvez nous donner des précisions? Oui, il s'agit du code noir, des différents codes noirs. Code noir français, code noir espagnol. Les Espagnols appelaient ça le Código Negro. Les Français appelaient ça le code noir. Le code noir de Louis XIV et de Colbert, édité en 1685 par le roi de France et son premier ministre de l'époque, Colbert. Louis Colbert, qui a encore sa statue à l'entrée de l'Assemblée nationale française, qu'un certain nombre de personnes et d'afro-descendantes demandent qu'elle soit déboulonnée. Je pense que lorsqu'il y a eu le mouvement des Black Lives Matter il y a quelques années, après l'assassinat d'un homme noir par un policier blanc aux États-Unis, certains militants ont versé de l'encre rouge sur la statue de Colbert pour demander que cette statue soit démolie et retirée de la devanture de l'Assemblée nationale française. Et donc, les codes noirs, bien sûr, ont servi à légiférer sur le statut des Africains déportés. Le code noir donnait tous les détails sur la façon dont les personnes réduites en esclavage, qui étaient donc d'origine africaine, dans les colonies françaises d'Amérique, devaient être traitées. Et effectivement, bien sûr, c'est l'un des documents qui justifie, d'un point de vue juridique, ce crime contre l'humanité qui a été commis par de nombreux États européens à l'encontre des populations africaines. Les Espagnols ont fait la même chose et dans ces textes-là, effectivement, tout est légiféré, c'est-à-dire la loi confirme que des êtres humains ne sont plus des humains, ont la même valeur qu'une table, qu'une armoire, qu'un lit, qu'un fauteuil, etc. Et donc, on a chosifié l'être humain. C'est pour cela qu'Aimé Césaire a dit colonisation égale chosification dans son livre Discours sur le colonialisme. C'était exclusivement des Africains qui étaient chosifiés, n'est-ce pas? Oui, je parle des Africains quand je dis les êtres humains. On parle des Africains. On parle des Africains. Ce sont les Africains, bien sûr, qui vont être réduits en esclavage. Mais au début de l'esclavage dans les Amériques, les Africains n'étaient pas les premiers individus, les premiers êtres humains à être réduits en esclavage en Amérique. Les Européens ont d'abord réduit en esclavage les autochtones des Amériques, qui ont été exterminés. Et ensuite, par manque de main-d'œuvre, les Européens ont déporté des Européens. On kidnappait des gens dans les villes portuaires anglaises, par exemple Bristol, Liverpool. On volait les gens. Des pirates, des capitaines de bateaux se promenaient dans les ports, allaient dans des bars, donnaient à boire à des gens, les saoulaient, les enivraient, et ensuite, une fois ces gens ivres, on les attachait et puis on les mettait dans les bateaux et on les envoyait en Amérique et ils étaient esclaves. Mais les besoins en main-d'œuvre servile, esclaves, étant si nombreux, ils vont commencer à déporter les Africains
qui étaient déjà esclaves sur le continent américain et européen. On l'a vu, je pense, lors de la première émission de cette série, que les premiers déportés africains n'étaient pas déportés sur le continent américain, puisqu'on était à la première moitié du 15e siècle et que, à cette période-là, les Européens ne connaissaient pas l'existence du continent américain. Et que donc les premiers Africains déportés ont été déportés au sud de l'Europe, au Portugal, Espagne, Italie, France, etc. Et donc, quand ce besoin de main-d'œuvre servile va se développer, les premiers Africains déportés, ce sont les Africains qui avaient été réduits en esclavage en Espagne, Portugal, etc. Qu'on va mettre dans les bateaux depuis les ports européens directement vers l'Amérique. Donc c'est pas depuis le continent africain. C'est plus tard, au début du XVIe siècle, progressivement, que les bateaux européens vont commencer à venir kidnapper massivement les Africains sur les côtes européennes vers l'Amérique. Et donc, là où ils vont être réduits en esclavage. Et puis, progressivement, dans ces États du continent américain, ils vont commencer à faire des lois. Parce qu'au départ, en fait, les premiers déportés étaient des travailleurs. Ils avaient des contrats de 7 ans. Et après, vous étiez libre. On vous donnait une terre. Ou bien, si vous pouviez rentrer chez vous, rentrez chez vous. Bon, ce qui était difficile pour retourner en Afrique. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le besoin de main-d'œuvre servile étant énorme pour exploiter des terres américaines, les populations autochtones ayant été exterminées, on va changer les lois. On va plus permettre aux gens d'être libres, aux Africains d'être libres, et on va faire des lois maintenant pour les rendre esclaves à vie, jusqu'à leur mort. Et ensuite, après, on fera des lois pour rendre esclaves leurs enfants, leur descendance, de façon héréditaire à vie. C'est-à-dire, une fois que vous avez été esclave, toute votre descendance sera esclave sur des générations et des générations, sur des siècles. Et donc, même quand des femmes africaines réduites en esclavage avaient des enfants parce qu'elles étaient violées ou n'avaient pas le choix, avaient des enfants avec les propriétaires de plantations blancs, les enfants qui naissaient, métis, étaient esclaves automatiquement parce que leur mère était esclave. Donc les pères blancs se fichaient complètement de ce qu'allaient devenir ces enfants-là. Ils faisaient des enfants à des femmes noires pour avoir plus d'esclaves pour travailler dans leur plantation, même si c'était leurs propres enfants biologiques. Et de toute façon, le code noir n'autorisait pas ces enfants-là à avoir la liberté à devenir des femmes ou des hommes libres. Donc, ils étaient tous réduits en esclavage. Et donc, ces lois-là, esclavagistes, ont chosifié les Africains, des êtres humains. Les Africains ont été chosifiés. Et c'est pour cela que quand on parle de traite négrière, de déportation, quand on parle d'esclavage, nous parlons d'un crime contre l'humanité. Et quand on dit crime contre l'humanité, il faut savoir que ce crime est imprescriptible. Ça veut dire qu'on pourra, même dans 200 ans, juger ceux qui ont commis ce crime contre l'humanité. Voilà. Merci à vous. On est à la fin de ce numéro sur toujours les déportés de l'histoire de notre continent. Nous allons nous arrêter ici pour ce numéro et nous retrouver une autre fois où nous allons parler des derniers déportés aux États-Unis. Ça s'est déroulé même après l'abolition de ce que les Européens ont appelé l'esclavage. Vous avez donné les précisions tout à l'heure. Merci à vous, professeur Dieudonné Nyamakou. Je rappelle que vous êtes le directeur scientifique du Centre culturel Akanga de Porto Novo. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université d'Abomey-Calavi. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Cette émission était en collaboration avec Virgile Awancé et puis Samuel Rondior. Devant ce micro, vous avez reçu Edouard Nyansounou.